Thomas Plouffe, doctorant en psychopédagogie. Bienvenue, on n'est pas du monde. Tu l'as eu, psychopédagogie, exact. Oui, j'ai dit le bon mot. Merci. Ça fait plaisir, Antoine. On est vraiment content de t'avoir avec nous parce que dans mon entourage, il y a des gens qui se désolent du fait que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, vivent dans un papier bulle, entourés de douillettes bien confortables. On avait parlé d'ailleurs, On n'est pas du monde, là, il y a de ça pas si longtemps, des jeux risqués, du roi de la montagne, comment c'est maintenant, là, les cours de récré sont tous sécuritaires, sécurisés, pour que personne ne se fasse mal. Tu as sûrement déjà réfléchi à ces enjeux-là, Thomas Plouffe? Bien, c'est un peu... Tu sais, l'année dernière, il y a l'Association des pédiatres qui a fait un communiqué sur ce sujet-là, qui est venu même mettre de l'avant l'importance des jeux risqués pour le développement des enfants. Parce qu'ils veulent se créer de la job, hein, c'est ça? Ils veulent des patients qui se cassent des bras, c'est ça? C'est un peu ironique parce que, tu sais, d'une part, c'est un peu ironique parce que ça fait des années, là, tu sais, que dans le domaine de l'éducation, il y a quand tu vas sur le terrain, au niveau des praticiens, des pédagogues, qu'on dit ça, c'est-à-dire qu'on met de l'avant l'importance du jeu risqué. Mais bon, l'Association des pédiatres est venue le renchérir. Ceci dit, mais si ça vient des médecins, c'est peut-être ça. C'est toujours plus solide. Ça a plus de valeur. Après ça, est-ce que ça va vraiment faire des changements au niveau des milieux? Ça, moi, j'en doute, mais ceci dit, même cette question-là des jeux risqués, on dirait que c'est comme si, quand on parle de risque, on pense aux jeux moteurs, puis le risque de parler uniquement des jeux moteurs, c'est de passer à côté de toutes les autres dimensions du risque, au-delà du jeu moteur, du classique roi de la montagne. Où, dans notre temps, on avait le jeu des planètes aussi, là, qui était très violent. La guerre des planètes. Ah, ouais. C'était très violent et très agréable. C'est sûr que tu finis avec des bleus, des échymoses. Oui. Fait que, au-delà de ces... C'est un peu la pointe de l'iceberg qui cache, en fait, un rapport au risque qu'on devrait repenser bien au-delà du jeu moteur. Là. Parlons-en du rapport au risque en général. Oui, bien, c'est en lien avec l'éducation. Je me disais, en pensant à ça, j'ai commencé à essayer de commencer à définir le risque. Qu'est-ce que ce serait le risque dans l'éducation? Puis, je suis allé puiser, entre autres, dans le livre de Fabrice Adjadj qui s'appelle « Réussir sa mort ». Ça part bien. Oui, ça part bien. C'est super joyeux. D'ailleurs, il parle du contraste avec le... Est-ce que ça tente-tu vraiment d'écrire sur ça, la mort? Ben ouais. Mais il parle, entre autres, du risque. C'est-à-dire, il parle par la bande du risque. Il va dire, qu'est-ce qui fait qu'un comportement, pour moi, je vais le considérer comme un risque? Pourquoi est-ce que j'ai peur de faire quelque chose? Et on ne peut pas penser au risque sans considérer la mort, sans penser ça sous cet angle-là. Puis on pourrait, je pense, le voir sous 3 visages, si je me fie un peu à ce qu'il disait. C'est comme si la mort aurait 3 visages, puis ces 3 visages-là, à 3 échelles différentes, nous amènent à avoir peur dans certaines situations. La première, ce serait la mort sous sa dimension charnelle, c'est-à-dire qu'un jour, j'espère pas te l'apprendre, mais un jour, tu vas mourir. Terrible. Tu vas mourir et donc ton corps... C'est pour ça que je fais pas de canot à glace. D'ailleurs, j'ai peur que ce jour-là soit devancé par l'exercice de ce sport complètement... Et tu as tout à fait raison d'avoir peur, là. Oui. Oui, c'est ça. Catherine a trop ça drôle. Je suis encore là. Ben ouais, c'est ça. Je suis pas morte. Pour combien de temps? On le sait pas trop, là. Donc, tu savais déjà que tu allais mourir. Mais oui. Notre corps est charnel et on pourrait dire, c'est un drôle j'ai cherché comme un synonyme, mais on est tuable. On est tuable, dans le sens où on est mortel. Mais potentiellement mort. Bien, c'est-à-dire qu'on est mortel, mais pas juste par l'âge, mais on peut mourir aussi de d'autres causes. Autrement dit, ça pourquoi est-ce que ça engendre une peur? Parce que par nos gestes, ce qui arrive, c'est qu'on peut précipiter la fin, précipiter notre fin. On peut abruptement terminer avec notre vie. Et ça, cette finalité-là... C'est-à-dire en regardant pas, en traversant la rue, par exemple, peut être aussi bête que ça. Ça va, on va retrouver ça au niveau des jeux moteurs, entre autres. La question des risques qu'on va prévenir en lien avec les jeux moteurs ou tout ce qui est plus, justement, moteur, c'est entre autres pour prévenir cette fin-là abrupte, du fait on ne traverse pas la rue, comme tu dis. Bon, ça, c'est une dimension de la mort, un premier visage. Après ça, il y a une autre dimension de la mort qui est plus l'idée que, très vite, l'enfant s'en rend compte d'ailleurs, que ma vie, en fait, j'en aurai jamais juste une. Et elle est finie dans l'espace et dans le temps, ce qui fait que j'ai comme un chemin. Ça va être mon seul et unique chemin. Donc, chaque fois que je prends une décision, à quelque part, c'est un peu comme si j'étais en train de faire le deuil. Autres. Ouais, bien, j'étais en train de faire le deuil de plein d'autres options. Donc, chaque choix que je fais, c'est en ce sens-là une prise de risque. C'est l'unicité de ma vie, le fait que j'ai seulement une seule option.
ça crée une peur qui fait qu'après ça, c'est ça, tous les choix vont constituer des prises de risque. Je ne sais pas si c'est assez clair, les deux premiers. Oui, mais on peut résoudre ça facilement en croyant à la réincarnation. Ça pourrait être... On pourrait peut-être. Ça sera l'objet de notre... Mais la troisième, peut-être, c'est là qu'on pourrait voir que même ceux qui croient en la réincarnation s'en sortiront pas. La troisième, elle est plus au jour le jour. Le troisième visage de la mort, c'est la mort de soi, c'est-à-dire la mort de l'ego. Cette mort-là aussi nous amène à beaucoup craindre, voir du risque partout. En fait, ce qu'on va essayer de prévenir, c'est justement la mort de l'ego. Par exemple, lorsque j'ai peur d'aller dire à ma femme, demander à ma femme pardon, j'ai peur, en fait, de piler sur mon ego, d'être humilié, j'ai peur de... Mais pourquoi je considère ça comme un risque? Parce que je crée une mort, la mort de mon ego. Donc, c'est de l'idée que j'ai de moi-même, de l'orgueil, de la fierté, la superbe, tout ça, c'est ça. C'est tuable, ça aussi. C'est ça qui est... Et ce qui est intéressant avec cette dernière-là, c'est que les deux premières sont factuelles. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va mourir un jour. C'est vrai qu'on n'a qu'une seule vie. Quoi qu'on a celle après la mort, mais c'est vrai, tout ça est vrai. Ouais. Tandis que la troisième, c'est un rideau, c'est un voile, c'est un mirage. C'est pas vrai que si je m'humilie, je vais mourir. Shrek le résume très bien quand il dit à l'âne, « T'es pas mouru, l'âne. » Quand il dit à... Tu vois, c'était pas la fin du monde. C'était pas la fin du monde, t'es pas mort. Mais c'est quand même pour nous une mort. Hein. On a vraiment l'impression qu'on va mourir. On a vraiment l'impression qu'on va mourir quand on s'en va voir... ça me tue de visiter ma belle-sœur. C'est ça, exact. Dans le langage, on l'exprime comme ça. Là. Aller vers l'autre, tout ce qui a rapport à l'autre, aussi, mettons, je sais pas, aller demander une augmentation à ton boss, c'est des choses qu'on a l'impression qu'ils vont nous tuer. Ouais. Et bon, je savais que tu allais sortir des lapins de ton chapeau. Tu as parlé de Shrek, c'était étonnant. Ça, c'était un lapin, ça, ouais. Mais là, parlons plus spécifiquement de l'éducation, Thomas Plouffe, puisque c'est ton domaine de prédilection. On va dire. Comment ces trois peurs de la mort-là peuvent se transposer dans le milieu éducatif? Et c'est ça, comment est-ce qu'on peut voir à quel point ils vont au-delà du jeu moteur? C'est-à-dire que dans le domaine de l'éducation, ce qui freine, ce qui empêche la prise de risque chez l'enfant, c'est chez les éducateurs, les pédagogues ou encore même chez les parents, c'est justement ces trois visages-là. Normalement, dans l'éducation, le rôle du pédagogue et même du parent, moi j'aime bien l'image que propose Vygotsky, il dit c'est éduquer, c'est élever l'enfant au-dessus de lui-même. Je trouve que c'est une belle manière de voir les choses. Là. C'est l'amener à sortir de lui-même, c'est l'élever au-dessus de lui-même. Donc, pour faire ça, forcément, il faut le confronter, il faut l'exhorter. Il faut le placer. Et ça, c'est aussi ça, quelque chose avec lequel on a bien de la misère en éducation. Il faut lui donner un espace de liberté. C'est important. Si on est toujours dans la prise de contrôle comme adulte, parce que nous-mêmes, on a peur de l'imprévu qui, pour nous, représente la mort. Là. L'imprévu, les aléas, c'est la mort, c'est qu'est-ce qui va se passer, l'incertain, le chaos. Si on a toujours ça, on empêche, on ne donne pas l'espace de liberté possible à l'enfant qui lui permet lui-même de prendre des risques et d'ensuite, éventuellement, de pouvoir, dans sa vie adulte, de pouvoir continuer à en prendre. Puis réaliser qu'il n'est pas mouru. Oui, parce que c'est ça le grand paradoxe, c'est que non seulement c'est un mirage, mais en plus, c'est un mensonge parce que c'est pas juste qu'il n'y a rien, c'est pas juste qu'elle n'existe pas, c'est que derrière le rideau de la mort, il y a quelque chose. Il y a la vie, en fait. Si tu prends un risque, qui te permet de mourir à toi-même, par exemple, tu trouves quelque chose, tu trouves la vie. Tu trouves, et c'est pour ça, en fait, qu'autant d'adolescents vont chercher le risque, parce qu'ils cherchent la vie à travers la mort. C'est-à-dire qu'ils cherchent, dans leur rapport à la mort, qui veulent toujours ramener de l'avant, mais ils cherchent quoi? Ils cherchent la vie. Ils veulent goûter à quelque chose, à ce sentiment-là qu'en fait, leur vie, le mouvement qui est associé à la vie, le côté sauvage, le côté désordonné que représente la vie, à l'opposé de la mort. Donc, dans l'éducation, si je peux finir, c'est ce qu'on va voir. On va voir aujourd'hui une éducation qui tend à vouloir prendre le contrôle. C'est-à-dire qu'on est dans une logique avec les enfants où est-ce qu'on a beaucoup de difficultés à leur laisser des espaces créatifs. On leur laisse peu de lousse, là, où est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs, où est-ce qu'ils peuvent... Puis pas juste dehors dans la cour d'école. Là. On parle... moi, j'enseigne plus particulièrement la lecture-écriture à l'école, mais je leur parle, je montre à quel point, j'essaie de leur montrer à quel point, quand on donne des plans, on leur donne des plans qui sont supra-régimentés, à l'intérieur desquels on leur dit, crée.
Mais ce que ça donne ça donne des productions qui sont très limitées. Puis il y a des chercheurs qui l'ont fait. Tu vas écrire un texte avec telle balise. Ça commence comme ça, il y a ça au milieu, il y a ça à la fin. Et les personnages doivent avoir telle caractéristique. Puis après ça, on dit crée. Et tu as 15 minutes. Hein? Puis, et donc, il n'y a aucune prise de risque. Ouais. Non. Fait que, tu sais, il y a ce genre d'éléments-là qu'on peut trouver qui vont bien au-delà du jeu moteur, là, qui briment l'enfant, qui ne lui permettent pas de prendre des risques par lui-même. Je serais curieux de t'entendre, Catherine. Tu es mère de famille nombreuse, tu as 7 enfants. Comment tu vis ça, l'espace de liberté? Il n'y a pas de bonne réponse, là, c'est pas une question piège. Il y a juste des milliers de personnes qui t'écoutent, là. Fais-toi ça pas. Comment tu deals avec ça? Comment tu gères ça, cet espace de liberté dans la prise de risque là, pour Moi, tes j'ai enfants? tellement pas le temps de tout m'occuper qu'ils en ont en masse du risque. Là. Ils en ont du temps. Oui, ben moi, en fait, je les laisse pas mal lousses. Vraiment, même que des fois, je me dis... C'est peut-être appelez trop. pas à DPJ. Non, mais non, sérieux, moi, mes enfants sont très libres à la maison quand même. Puis on est vraiment pas maniaque là, intense. Là, C'est quoi les résultats? Comment tu vois? Est-ce que tu as l'impression que ça les aide justement à prendre des risques, à essayer des affaires? Moi, je trouve que le niveau de responsabilité, ils sont plus responsables d'eux-mêmes parce qu'ils sont obligés de prendre en main le repas n'est pas prêt. Débrouille-toi. Puis toi, ça sera peut-être pas bon, mais ça va être quelque chose au moins. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, c'est ça. Fait qu'ils sont plus débrouillards, je trouve. Puis moi, tu sais, remplir les fins de semaine d'activités, là, je suis pas le taxi. Je jouerai pas à ça. Fait que là, ben, je vais faire... Dans ce cas-là, la fin de semaine, là, si tu veux faire une activité, tu te l'organises. Tu t'arranges pour pouvoir la faire. Parce que maman est en train de faire du canot. Papa aussi. La grande sœur aussi. Puis le grand frère aussi. Fait que les petits, ils doivent s'organiser pour faire leur activité. Fait qu'ils n'ont pas 10 millions de cours toute la week-end non plus. Fait que là, ils s'ennuient, ils ont une affaire. Ben, trouve de quoi. Cherche. Fait que moi, je les pousse comme ça. Puis l'été, c'est pareil aussi. On est au chalet, puis, tu sais, on est dans la nature, puis on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, as-tu une idée? On se construit une boîte à bois. C'est un peu ça. C'est assez libre. Et toi, Éric, bon, tu enseignes en santé publique à l'université. Est-ce que tu vois cette prise de risque-là par les jeunes adultes qui sont devant toi? Est-ce qu'il y a une évolution de leur rapport au risque, par exemple, dans les dernières années? Ça fait quand même longtemps que tu enseignes. Je dirais que la prise de risque, leur vision de ce qu'est le risque, et j'ajouterais le danger, parce qu'il faut faire la différence entre les deux, et évolue au fur et à mesure qu'ils traversent le programme. C'est-à-dire qu'ils ont leur vécu personnel, mais quand il y a une prise de conscience de ce que ça peut être, le risque, le danger, et là, ils ont je dirais, une certaine... Ils revisitent un peu qu'est-ce que c'est dans leur vie. Mais il reste que ce ne sont pas des changements nécessairement qui seraient les mêmes, je dirais. Il n'y a pas de tendance là, au niveau des étudiants. Okay. Je dirais que ça va aussi avec l'histoire personnelle de chacun. Parce qu'il ne faut pas oublier que le risque, c'est, je dirais, une notion qui est très polysémique. On peut donner plein de définitions du risque parce que ça touche plein de domaines dans notre société. Le risque en assurance, dans le domaine de la politique, dans le domaine des finances, dans le domaine... On peut aller, on a parlé en éducation tantôt, dans les sports. Et dans la santé, on aurait certainement puis dans la santé aussi. Une autre vision. Oui. Comment vous la définiriez, vous? Bien, c'est ça. Je vais vous placer un peu mon affaire. C'est que nous, le risque, il est défini en fonction du danger, de la prudence, de la prévoyance et des savoir-faire de prudence. Fait que je vais donner des exemples concrets, ça va être plus facile. Ouais. Quand on traverse la rue spontanément et qu'on voit une auto s'en venir, mais qu'on n'est pas près d'un feu de circulation, puis on sait qu'elle arrive trop vite, on va enlever notre pied puis on va remonter sur le trottoir. Ce faisant, on fait un acte, un choix individuel puis spontané qu'on appelle de la prévoyance. Quand on enseigne soit à des plus jeunes ou à des gens de notre âge à cette prévoyance-là, cette prévoyance-là qui est partagée et enseignée aux autres, ça devient de la prudence. Dans le monde du travail, on a développé une prise de risque calculée, c'est-à-dire un compromis entre la sécurité au travail puis la production, la productivité.
Oui, parce que le risque zéro, ça veut Ça dire n'existe pas. rester chez soi. En tout cas, puis ça rien n'existe faire. pas longtemps. C'est ça. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, le risque zéro. Mais si on fait un compromis entre la sécurité et la production, on s'en va à ce moment-là dans une dérive, c'est-à-dire une prise de risque calculée qu'on appelle un savoir-faire de prudence. Un exemple concret, nos monteurs de lignes électriques au Québec, quand ils montent dans leur nacelle puis qu'ils installent un transformateur en hiver, bien, des fois, ils ont besoin d'enlever leurs gants qui les empêchent d'avoir une décharge électrique, puis de se placer d'une certaine façon dans la nacelle pour ne pas être en arc électrique avec le transformateur, puis mourir sur le coup ou être gravement blessé ou brûlé. Alors, c'est ça qu'on appelle un savoir-faire de prudence. Donc, le savoir-faire de prudence, ça vient d'un savoir, de l'expérience du travail, d'un savoir-être, puis d'un savoir-faire. Donc, dans le fond, le savoir, le savoir-être sont dans le savoir-faire. Alors, le risque, c'est dans le fond une perception plus ou moins à la fois individuelle et collective qui est négociée, négociée collectivement, cette perception-là. Et c'est une perception à propos d'un danger. Et c'est lié à des savoir-faire de prudence puis à des erreurs qui sont socialement maîtrisables. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le risque et le danger? Je vais vous donner encore des exemples. Si vous faites du ski en montagne, le danger, c'est l'avalanche. Le risque, c'est de skier dans une zone d'avalanche. Un autre exemple, vous êtes près d'une rivière dont le courant est fort, puis vous décidez d'aller nager dedans. Le danger, c'est la mort par noyade. Le risque, c'est d'aller nager dans la rivière dont le courant est fort en état d'ébriété. Donc, vous voyez? Un autre troisième exemple. C'est clair. Hein? Un troisième exemple, vous allez en forêt, en particulier dans le sud du Québec, où la tique qui est porteuse de la maladie de Lyme est présente. Alors, le danger, c'est de contracter au contact de la tique et sur souvent les plantes basses, là, dans la forêt, la maladie de Lyme. Le risque, c'est d'aller en forêt sans porter des manches longues et des pantalons longs. Et là, à ce moment-là, on s'expose au danger de contracter la maladie de Lyme. Ça ne veut pas dire de ne pas aller dans la forêt. Non, ça veut mais dire ça veut dire que s'il s'il y a un degré d'exposition au risque, dans le fond, d'exposition, au danger, et c'est ça qui est le risque. Quand on est dans le risque, on est dans l'univers des perceptions. C'est quelque chose qui est à la fois très subjectif, émotionnel aussi, mais qui est aussi intellectuel puis qui est pensé. Et j'oserais dire même, puis j'aimerais entendre peut-être les autres là-dessus aussi, qui est même culturel, parce que qu'on se déplace ailleurs dans le monde, ce rapport-là au risque, tu disais négocier, Éric, négocier. Le casque en moto ici, ça va de soi, là, c'est évident. Mais si on va... j'ai un ami qui revenait du Nicaragua récemment, c'était assez optionnel. Puis ça semblait pas choquer personne là-bas. Alors c'est un rapport au risque. Et c'est pas que les gens ont pas peur de mourir là-bas, c'est un rapport au risque qui est différent. D'ailleurs, il y a 3 éléments qui influencent notre gestion des risques. C'est la culture, le temps, puis les connaissances. La culture, c'est un peu le parent pauvre actuellement des études sur le risque. Ah ouais. Il est très riche, c'est un élément de la culture qui est très riche en promotion de la santé, dont je pourrais parler après. Ouais. Mais dans la culture, c'est quelque chose qui n'est pas assez étudié. C'est que nos études sur le risque ont trop servi à affiner ou à peaufiner des théories sociales, mais ne sont pas assez proches du discours quotidien des gens par rapport aux dangers auxquels ils sont exposés. Si on se rapproche du discours des gens, là, on entre dans les usages, dans les coutumes de tous les jours. Et à ce moment-là, on peut connaître comment eux voient les dangers et comment ils voient leur exposition aux dangers. C'est ça le risque, dans le fond. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans les grandes campagnes de prévention pour la ceinture au volant, pour l'alcool au volant. C'est en s'insérant dans la culture, en comprenant c'est quoi les mécanismes qui orientent les décisions des gens qui ont pu faire des campagnes de sensibilisation efficaces. Oui. J'imagine. Puis la culture, il ne faut pas oublier que chacun de nous, ici, on a une culture qui est différente, qui est unique, qui est assez irremplaçable. Mais on a aussi une culture collective. Donc, la culture, c'est notre façon de penser le monde, et individuellement et collectivement. Et cette culture-là, elle est très présente dans les approches en promotion de la santé. Le risque, il permet d'estimer notre exposition au danger de maladie ou d'accident. On a découvert de façon classique en santé publique que c'est une approche assez négative. On évite des choses. Presque répressive, des fois. Oui. Là. Ouais, c'est ça. Et il va toujours être là, donc c'est important de s'en occuper. Mais ça peut presque être contre-productif, c'est-à-dire on ne peut plus rien faire. Sauf si on la met en complémentarité avec des approches de promotion de la santé, entre autres,
qui, elles, sont positives. Les approches de promotion de la santé, c'est quels sont les facteurs qui facilitent l'adoption d'attitudes et de comportements qui sont sains et sécuritaires, puis comment on peut les maintenir dans le temps. Parce qu'une habitude de santé, quand on l'adopte, si on la maintient dans le temps, avec du renforcement, avec l'aide de l'entourage, avec plein d'appuis, ça devient une habitude de vie, une habitude quotidienne, puis là, on est dans la santé et la sécurité durable. Parlant d'habitude, Thomas, la prise de risque, disons, saine, là, il y a quelque chose de l'ordre de presque de la vertu, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement qui peut se faire pour réaliser que, de fait, la troisième mort dont tu parlais n'arrive pas. Là, et le rôle de l'éducation doit être quand même déterminant là-dedans pour développer cette vertu-là d'un sain rapport au risque. Oui, d'être capable de savoir avec confiance que c'est ça, qu'au-delà du risque, c'est pas nécessairement la mort, c'est-à-dire d'être capable plus... Ben oui, il y a des vertus puis on peut le voir assurément, on peut voir des effets autant positifs si c'est bien réalisé, autant négatifs. On va voir, ça a déjà été un petit peu dit, mais c'est sûr qu'on va voir une prise de responsabilité, comme ça a été dit tantôt. C'est-à-dire et ça, c'est essentiel, là, c'est-à-dire faire de nos jeunes des citoyens qui sont responsables. On ne devient pas responsable en claquant des doigts, on devient responsable en se faisant offrir des responsabilités et en se faisant donner de l'espace aussi. C'est-à-dire que l'ouverture au risque, c'est aussi laisser l'enfant librement choisir justement de dépasser la mort ou de dépasser. Si on est toujours dans la prise de contrôle puis qu'on dit on encourage des comportements dits risqués, mais que ça reste quelque chose qui est contrôlé par l'adulte, mais l'enfant prend pas l'initiative, donc les effets sont pas aussi... Mais normalement, si l'enfant a cet espace-là de liberté, bien, il va gagner en autonomie, il va gagner en esprit d'initiative, il va gagner en responsabilité, il va gagner en créativité et aussi, un autre élément très important et essentiel, il gagne en connaissance de soi. C'est-à-dire que lorsque moi, je me pète la face, j'apprends à me connaître. Lorsque, parfois, je m'humilie, j'apprends à me connaître lorsque j'ai toutes ces situations-là où je prends des risques, c'est des portes incroyables de connaissance de soi que je ne peux pas saisir, des occasions que je ne peux pas saisir si on est toujours, l'adulte est toujours en train de parer le coup puis de s'assurer qu'il n'y a aucun... Si je peux finir sur ce sujet-là, moi, j'aime bien Jean Piaget, c'est un penseur que je ramène souvent. Lui, il parle du développement moral chez les individus eu égard au jeu chez les enfants. Et ça marche aussi chez les adultes. Il dit, il y a 4 niveaux que tu vas trouver. Puis le premier niveau de jeu, c'est l'enfant qui n'est pas encore tout à fait conscient, qui joue dans la société. Le deuxième, il commence à en être conscient, il joue avec l'autre. Il est conscient qu'il joue, puis tout de suite après, il se met à voir qu'il y a des règles au jeu. Ça s'applique à notre vie d'adulte. Là, Le 4e niveau, le niveau le plus élevé du développement moral, c'est un niveau où est-ce que l'enfant est capable de surpasser les règles, qui est capable de penser en dehors de la boîte, qui est capable... Mais pour ce faire, il faut qu'il ait goûté à cet espace de liberté-là dans l'éducation pour qu'il soit capable de non seulement comprendre les règles, comprendre le jeu social qu'on joue, qu'on est en train de jouer présentement, mais aussi le surpasser pour pouvoir sortir. Fait que ça, c'est un autre effet de la prise de risque, c'est la capacité à innover, finalement. À innover, à créer, à sortir du cadre, à regarder avec un regard critique ce qui nous arrive et non juste recevoir ce qui m'arrive en étant passif parce que j'ai peur ou encore parce que je sais même pas que je pourrais changer les choses. Fait que c'est un autre effet de la prise de risque en général dans l'éducation. Thomas Plouffe, doctorat en psychopédagogie, c'était passionnant. On poursuit la discussion, évidemment, avec nos invités. Merci beaucoup.